Bonjour, je m'appelle donc Jean-Paul Ganem. Je vais vous raconter un petit peu l'évolution de mon travail sur les 20 dernières années et un petit peu, c'était une manière au fond d'expliquer chaque idée, pourquoi j'ai fait ces projets et comment j'ai travaillé sur chaque projet que j'ai réalisé. Donc j'ai commencé par la peinture, donc je suis de formation plutôt de peintre, j'ai fait des expositions à Paris et un jour j'ai eu la chance d'avoir une résidence d'artiste à la campagne. C'était un peu la première fois que j'allais à la campagne, j'étais très urbain. Et donc j'ai découvert la nature quand j'avais 25 ans, 26 ans. Et j'ai commencé à peindre le paysage. Je ne sais pas comment ça marche, j'appuie sur le bouton, là, comme ça. Du milieu? À droite. Voilà. Et donc j'ai commencé à peindre des paysages agricoles, donc, qui étaient avec un symbole qui était le code barre, qui m'intéressait, qui venait d'arriver au fond sur tous les produits manufacturés qu'on voyait. Il n'y avait pas encore d'utilité réelle de ce code barre, il n'était pas encore utilisé, mais il apparaissait dans tous les produits. Et au fond, je trouvais ça intéressant de le mettre dans la nature. Donc j'ai fait comme un paysage de round ball code barre. Et donc en peignant ce paysage, je me rendais compte que je suis assez lent à peindre en fait, et je me suis rendu compte que les couleurs du paysage changeaient avant que j'avais le temps de finir ma peinture. C'est-à-dire que je peignais le champ de blé en vert et il devenait déjà marron. Donc je sentais qu'au fond que c'était l'agriculteur qui créait le paysage agricole, hein, et donc j'avais envie de rentrer avec lui et de travailler avec lui, donc créer des œuvres en collaboration avec les agriculteurs. Donc, je suis parti de zéro, je suis allé voir un agriculteur et j'ai commencé un premier projet, donc, qui était... alors, je vais appuyer sur le bouton, voilà, c'était un projet donc, sur ce champ-là. Ma première rencontre avec l'agriculteur était très intimidante. Moi, j'étais arrivé avec des dessins, des idées en tête, et au fond, je me suis rendu compte qu'avant de commencer à avoir des idées, il faut d'abord discuter avec l'acteur du paysage, l'agriculteur, qui m'expliquait comment techniquement il travaillait, quel type de semences il pouvait utiliser, la taille des machines, tout un tas de techniques au fond qui m'a amené à d'abord écouter avant de pouvoir proposer, ce que je n'avais pas compris à l'origine au fond. Et donc j'ai aussi compris au fond que le premier rencontre avec l'agriculteur, c'est intéressant aussi d'un point de vue humain, parce que si l'agriculteur a des bêtes, par exemple, il n'aura pas le temps de travailler beaucoup sur mes projets. S'il n'a pas d'animaux, ce sera plus simple pour lui. Donc il y a un tas de critères, au fond, y compris la motivation de l'agriculteur, qui vont me faire penser à un dessin en fonction des capacités d'exploitation, tout simplement. Donc on a commencé à planter je me suis dit, bon, vu que vous avez vu le round ball code barre de la peinture, on a fait un grand code barre, on a dessiné un grand code barre. Donc le code barre commençait à pousser, commençait à devenir, donc c'était fait de colza et de trèfle, un colza qui servait à faire du carburant par la suite, hein. Donc c'était vous voyez les petites bandes de trèfle et tout le reste c'était en colza. Bon, c'était la première fois que je travaillais dans l'agriculture, donc j'allais très souvent voir le champ, comment il poussait au mois de septembre, on l'a planté au mois de septembre, et à un moment ça devenait tout vert, et puis 10 jours plus tard c'était à nouveau marron. Que s'est-il passé? En fait il y a eu une attaque des limaces. Donc première grande surprise, je vais voir l'agriculteur, donc je lui demande ce qui se passe, et il me dit voilà, une attaque de limaces. Et au fond, ce que je voulais à l'origine, qui était d'avoir du colza qui est jaune au mois d'avril et du trèfle qui est rouge. Là, du coup, on a été obligé de replanter au printemps le colza. Donc le trèfle a fleuri avant le colza du coup, donc il y a eu un changement dans mes prévisions, mais justement dans la nature, il y a toujours des surprises, hein. Et on a eu après le colza qui est sorti, et donc on a eu ces visions-là, et vu d'en haut, ça donnait ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce projet, c'est que j'ai pas eu l'image que j'escomptais, donc effectivement, parce qu'il y a des prédateurs dans la nature, ce que j'imaginais assez peu comme en tant que peintre, parce qu'un peintre, il gère le mètre carré de peinture de A à Z, mais là, face à la nature, il y a l'agriculteur, il y a la nature, et donc plein de paramètres au fond qui rentrent en compte, et moi, je propose un projet, mais la nature qui va disposer avec l'agriculteur si ça va fonctionner ou pas. Il y a toujours des surprises. Et donc moi qui pensais faire un seul projet dans la nature, hein, et puis repartir dans mes peintures, je suis encore embarqué dans le paysage jusqu'à maintenant. Donc là, c'était en 92, hein, donc ça fait déjà plus de 20 ans mon premier projet. Et j'ai réalisé plus d'une cinquantaine de projets dans la nature agricole. Donc je vais vous montrer quelques exemples, hein. Ce qui m'intéressait dans ces projets-là, d'abord, c'est que ce que j'ai compris dans mes projets agricoles, premièrement, c'est que l'agriculteur est fier de ses paysages et qu'il est prêt à réaliser des projets avec un artiste, du moment qu'on écoute d'abord ces questions techniques, là seulement, les questions qui l'intéressent lui, hein, pour qu'il puisse récolter après.
Et justement, c'est ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir créer une œuvre qui soit récoltable, qui soit en même temps de l'agriculture. Je trouvais ça intéressant d'intégrer dans le processus de production une œuvre d'art. Donc vous allez voir que... Comment ça marche hein. Donc l'évolution des certains projets, vous voyez, hein, donc, on a travaillé avec beaucoup avec des projets différents. La deuxième chose, au fond, qui m'intéressait, donc, c'était que dans la nature, évidemment, il y a des impondérables, hein, et qui vont vraiment changer la nature de mon œuvre. Là, en l'occurrence, c'est par exemple un projet que j'ai fait à Kamouraska, dans le nord. Donc là, c'est un point de vue, vous voyez que le champ, donc l'idée, c'est vraiment de montrer le fleuve, une flèche qui dirige vers le fleuve, au fond. Hein. Et donc l'évolution des couleurs qui me fascine toujours, évidemment, dans la nature. Et donc, ce qui m'intéressait, donc, c'est à la fois que c'est vraiment, mes projets sont des coproductions entre la nature, l'agriculteur, l'acteur du paysage qui va réaliser le projet, et la nature. Alors ça peut être des limaces comme c'était le cas du premier projet, mais c'est aussi la nature, trop de pluie à un moment, trop de sécheresse, il y a tout un tas de paramètres que vous connaissez évidemment, hein, que je ne connaissais pas à l'origine, qui font que le projet évolue et change en fonction de tout ça, quoi. Donc là, j'ai fait des projets variés. Là, en l'occurrence, c'est 3 blés différents. Donc, comment travailler avec... là, comme je connais pas suffisamment les semences, les différentes semences de blé, je suis allé voir le semencier qui m'a dit il y a un blé qui est couleur chocolat. Et effectivement, il l'était par la suite, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Et donc, il y a tout un travail de discussion avec les acteurs du paysage, donc en l'occurrence, les semenciers, les gens qui sont les forces vives du paysage local, quoi. Donc vous voyez là, moi je suis toujours fasciné par les routes tracteurs, les tracés, les bandes, et donc j'aime bien mettre en valeur au fond le travail de l'agriculteur dans le paysage. Donc là par exemple c'est une proposition d'une séparation de deux cultures. On est tellement habitué aux bandes droites, aux lignes droites dans le paysage, et surtout au Québec où il y a des longues bandes agricoles hein, dans les paysages d'ici. Et là donc les lignes brisées dans le paysage, ça change tout évidemment, et donc c'était intéressant de le présenter comme ça. Là, il y avait donc un poteau électrique que j'ai fait une ombre, c'est en sorgho. Donc l'idée à chaque fois, c'est de travailler avec le paysage et avec les éléments du paysage, évidemment. Donc c'est un peu comme des tags. Hein, Peter, c'est plutôt un truc que tu aurais pu faire à la limite en peinture, dans le sens où il y a vraiment ça à voir avec le paysage réellement et avec ce qui se passe dans le paysage. Là, c'était un projet que j'ai fait autour de l'aéroport de Roissy, donc les avions le voyaient d'en haut. Et donc, c'est vraiment ici l'idée de l'opposition entre les avions qui vont à 1000 km/h et un chemin poétique et qui fait des boucles, qui se balade dans le paysage, les méandres. Donc, c'était un peu en opposition avec la vitesse des avions. Est-ce que la ligne au Québec, c'est quoi les plantations? C'était du colza et du blé. Canola et blé. Ouais. Donc là, c'était un pointillé, justement, il y avait un arbre au milieu du champ et j'ai voulu créer un projet qui mette en valeur cet arbre. Le pointillé est fait en colza de printemps, canola de printemps. L'autre est en canola d'hiver, donc la floraison change des moments et donc après, au bout du compte, l'agriculteur récoltait tout en même temps. Toujours penser à combien ça coûte, s'il peut le faire, et moi je trouvais aussi des partenaires qui m'aident à sponsoriser ces projets. Bon, là, c'était un projet qui a beaucoup choqué dans la région au moment où je l'ai fait, parce qu'il croyait que c'était une ovni et qu'il y avait l'arrivée des extraterrestres, donc ça a fait beaucoup peur. Ils sont allés voir les agriculteurs, ils se demandaient ce qui se passait. C'est pas les extraterrestres. Par contre, vous voyez le tracteur qui est en train de travailler sur le champ, hein, donc il y a vraiment une activité tout le temps sur ces champs. Là, c'est un projet aussi autour de l'aéroport de Roissy, dans le même projet. Et j'aime beaucoup, justement, et ça, je parlais des paysagistes, vous savez beaucoup, vous savez très bien ça, on ne fait pas des trucs en ordinateur, et dans ce dessin-là, on voit bien que le triangle, il n'est pas parfait, il y a des petits bouts qui manquent, et c'est toute la beauté du truc. Si, en ordinateur, on pourrait faire beaucoup mieux que ça, mais c'est beaucoup moins riche en termes de couleurs et de matière, en fait. Hein. Donc là, on voit que le tracé du tracteur a un peu dépassé. Bon, quand on travaille avec un tracteur, vous imaginez, sur la Terre, on peut dépasser d'1 mètre, et après, on le voit, là. Et ça, j'aime beaucoup ces petits détails au fond qui rendent le projet plus humain au fond. Donc là, c'est un projet que j'ai fait autour de Toulouse, en tournesol, dans une jachère d'un agriculteur. Et là, maintenant, donc j'ai vraiment fait mes gammes dans le monde agricole, n'ayant pas fait d'école, ni de paysagisme, ni de peinture d'ailleurs. Hein. J'ai appris avec le monde agricole, au fond, à travailler dans le paysage. Et donc, comme je suis urbain hein, d'origine, j'ai eu envie de me rapprocher de la ville. Et avec Pierre Lussier, du Jour de la Terre, d'ailleurs, à Montréal, c'est un projet, c'est la carrière Miron, hein, que vous voyez là, à l'époque, quand j'ai vu pour la première fois, en 98, je pense. Et donc, on avait envie de faire un projet en pleine ville à Montréal, et je me souviens qu'il y avait même le terrain des expos.
sur la rue Guy, là en bas de la ville, qui était une proposition. On commence à réfléchir à réaliser un dessin là-dessus. Et le Cirque du Soleil m'invite à venir travailler sur leur site. Et au fond, leur site est très beau, hein. Il y a déjà des gazons, tout est bien fait. Et au fond, ce qui était derrière, c'était ça. Et je trouvais ça plus intéressant de travailler là que de travailler sur leur pelouse qui était déjà jolie, hein. Et donc, j'aurais proposé de faire un projet sur la carrière, donc directement sur la décharge, hein, parce que je ne vais pas vous apprendre, mais en gros, rapidement, c'était une ancienne carrière, 60 mètres de déchets sous terre. Donc il y a eu 60 mètres de trous et il y a eu 30 ans de déchets de Montréalais ont été placés au-dessous de ce lieu. Et donc c'était l'idée de transformer un lieu détruit par l'homme, au fond, hein, qui était très beau au 19e siècle, paraît-il. Donc refaire revivre aussi le quartier Saint-Michel, qui est un quartier déshérité, qui a eu justement le fait d'habiter près d'une décharge, ça ne rend pas le quartier très excitant, qui attire beaucoup le monde, hein. Donc c'était une façon de transformer ce lieu-là. Alors, je ne sais pas vers où je dois aller. Donc on a amené du compost, on a amené je ne sais pas combien de camions de compost, la ville, il y a eu différents partenaires évidemment sur ce projet, hein. Ça a été des projets où les jardiniers, les paysans, on a travaillé avec des paysans dans des situations extrêmes, évidemment. On a travaillé avec des jeunes qui venaient de finir l'école Louis Riel, hein, le jardin botanique de Montréal. On a travaillé aussi avec des associations de quartier. On a travaillé aussi avec des jeunes qui étaient, en réhabilitation aussi. Et tout ça, c'est une organisation, quand je dis on, je travaille toujours avec une organisation qui m'aide à monter des projets, en l'occurrence à Montréal, le Jour de la Terre, qui est une association environnementale, et qui, à chaque fois, on travaille toujours ensemble. Donc là, c'est des jeunes qui ont commencé à planter. Donc moi, ce que j'ai fait comme projet... Il y a évidemment une dimension environnementale sur ce projet, parce qu'au-delà du côté humain et de transformer un quartier, c'était aussi de poser des plantes sur un endroit qui a une boule de feu en fond, parce qu'il y a du feu en dessous, hein, évidemment. Il y a ce déchet qui devient... il y a des capteurs de gaz qui récupèrent le gaz méthane du lieu, hein. Et donc on a commencé à le rendre coloré, et du coup, ce lieu que la ville cachait auparavant était devenu un lieu de pique-nique, un lieu où les gens venaient visiter, voir cette proposition. Vous voyez qu'au centre de chaque rond, il y a un capteur de gaz, qui est un peu le centre de l'œuvre, hein, qui reste du paysage, ce que l'homme a posé. Et au fond, j'ai travaillé autour des capteurs de gaz, tout simplement. J'ai fait des cercles autour pour les mettre en valeur. Vous voyez qu'il y a des chemins aussi autour, parce qu'il fallait quand même que les gens qui travaillent sur ce lieu-là puissent travailler. Et donc, ce projet-là, c'était un projet qui m'a fait prendre conscience d'une chose très importante, c'est que dans toutes les villes, il y a des points noirs. Il y a des points noirs, des lieux détruits par l'homme, des lieux en friche, des lieux qui sont... là, vous pouvez voir vu d'en haut donc, le Cirque du Soleil donc là, à gauche, hein. Et donc c'est vraiment au premier coin, qu'on a fait ce projet-là, qui fait à peu près 2,3 hectares. Donc là, je mets d'autres photos. Et donc, d'avoir pris conscience de ça, de ces points noirs dans les villes, me donnait envie de continuer à travailler sur ce sujet-là, parce qu'au fond, sur ces lieux qui sont détruits par l'homme, hein, souvent c'est des quartiers pauvres, où ces lieux sont présents, et dans ces quartiers pauvres, il n'y a jamais d'argent à mettre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans ces projets, et souvent c'est à travers une association environnementale, à travers un artiste, que l'argent peut venir d'une manière un peu particulière, un peu différente. Je vous explique ça parce qu'au fond, je pense que les paysagistes, souvent, ils ont des clients, hein, et que moi, la démarche est un peu différente. J'ai une production qui m'aide à monter les projets, et donc, on cherche de l'argent pour monter ces projets. Donc, c'est un petit peu différent comme démarche, comme façon de voir, quoi, hein. Donc là, en l'occurrence, ce lieu-là, c'est une professeure de dessin du lycée d'à côté, Rosa Luxembourg, qui m'a invité à venir voir cette friche qu'on dirait un paysage de guerre, hein. Ça, c'est en pleine ville, hein, c'est à Aubervilliers, c'est à 500 mètres de Paris. Donc pour vous dire à quel point le contraste est fort, il y a des enfants qui jouaient là-dessus en permanence, il y a des bars HLM juste derrière, à droite, à gauche. C'est un quartier, c'est une poche de pauvreté au milieu de Paris, hein, on est vraiment à côté et c'est très impressionnant. Et donc de ce paysage-là, dangereux pour les enfants, parce qu'il y avait vraiment des gosses qui jouaient dans le métal rouillé, et au fond c'est une ancienne usine de savon, ils ont cassé les murs pour éviter que les gens du voyage s'installent. Donc il y avait plusieurs immeubles qui ont une vue là-dessus quand même, qui est quand même une vue, c'est pas une vue très agréable. Donc on a décidé avec les gens du quartier à transformer ce lieu. On a d'abord retiré les 850 tonnes de gravats. On a creusé au fond l'architecture du lieu, c'est-à-dire qu'on a repris le bâtiment, pour parler de l'histoire de ce lieu-là. Donc
on a creusé tout le bâtiment de l'ancienne usine de savon. On a mis de la terre dedans. Et on a planté tout ça. On a travaillé avec des graffeurs aussi pour que le projet soit... Parce que pour moi, mon travail a à voir avec du graphe, parce que c'est des projets éphémères qui disparaissent après, mais qui ont un lien avec un des projets urbains, quoi, un des projets. Donc je me sens très à l'aise avec les graffeurs, tout souvent. C'est de l'art urbain, hein, de toutes les manières. Et donc on a planté du tournesol, du moa, du niger et de l'orge. Donc moa niger, c'est des plantes de jachère qui coûtent vraiment pas cher du tout et qui sont très spectaculaires. Les enfants sont appropriés le lieu, évidemment. Et vous pouvez vous rendre compte aussi que sur un lieu comme ça, je fais le contraire d'un jardin normal. C'est-à-dire que normalement, les chemins sont en terre et les bordures sont en plante. Là, c'est les chemins qui sont en plante et les bordures qui sont en béton, quoi, parce qu'on a gardé le béton. Donc j'ai vraiment fait exactement l'inverse d'un jardin classique. Donc vous voyez d'en haut, et on a eu donc... Oui, là, c'était un gars qui travaillait dans le chantier à côté qui me disait qu'il avait un lopin de terre en dehors de Paris et qui me disait qu'il n'avait pas vu d'oiseaux comme ça dans son lopin de terre parce que souvent les agriculteurs mettent des produits chimiques qui font que les oiseaux ne viennent plus. Et donc, c'est sur cette jachère-là, sur ces fleurs-là qui sont des petites fleurs jaunes, c'était un festin pour eux. Donc aussi, on amène au-delà du côté des enfants, des mères de famille qui sont baladées, c'est aussi la vie des oiseaux, donc des insectes, tout ça qui est revenu aussi de manière plus forte dans ce coin-là. Et comme on a eu beaucoup de chance cette année, on a eu aussi de la neige cette année-là, donc on a eu des visions comme ça un peu apocalyptiques. On l'a eu une deuxième année, ce projet. On a eu la chance d'avoir une deuxième année. Comme on s'est rendu compte que les enfants de 12-14 ans n'étaient pas intéressés par les plantes, parce que c'est pas ça qui les intéressait vraiment, on a décidé de créer aussi une piste de VTT, de vélo tout-terrain, au milieu avec l'œuvre, pour justement attirer aussi ce public. Et donc, pour moi, ce qui est important dans ce que je dis là, c'est qu'au-delà de l'œuvre d'art, c'est aussi un lieu qui doit être utilisé par un maximum de public. Et on voulait absolument que les 12-14 ans viennent s'impliquer dans notre projet. Et ça a marché à travers le sport. Donc le sport aussi, ça fait partie des activités, je trouve, importantes. On a fait venir aussi des associations qui travaillent avec du meuble recyclé, des choses qui retrouvent dans la rue. Et donc derrière, il y avait ces gosses qui s'amusaient, c'est devenu leur terrain de jeu, quoi. Bon, on a eu de la perte de cette année-là. Des gosses de 5 ans sont venus casser mes tournesols en grande partie. C'est les aléas des projets. C'est des prédateurs redoutables, hein. Les enfants de 5 ans, c'est les pires. C'était impressionnant. J'ai même pas voulu montrer de photos tellement ça m'a fait de la peine de les voir tous ces tournesols cassés, mais ils ont fait une razzia une journée. Mais bon, il en reste quand même quelques-uns. Il y a eu quand même quelques belles vues quand même. Et donc le rapport justement graffiti, plante, que je trouve vraiment important dans ce type de lieu urbain, parce qu'on amène vraiment une autre manière de voir une proposition. Si aussi il y a de la peinture sur les murs, si aussi il y a des associations impliquées pour d'autres qui racontent l'histoire du lieu, il y a beaucoup d'éléments en fait, hein. Moi je considère que mon travail il est d'organiser le paysage et d'amener un maximum de compétences au fond, de différents horizons, ça peut être la peinture et différents trucs. Donc je vais aller vite parce qu'il me reste 5 minutes apparemment. Donc je vais aller très vite parce qu'il y en a beaucoup encore à raconter. Je serai un petit peu plus, je crois, si vous permettez. Si tu permets. Ça va? Je continue? C'est bon. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, au fond, dans ces lieux-là, comment j'ai trouvé de l'argent à Aubervilliers? Aubervilliers, c'est une des mairies les plus pauvres de France. Le maire, il n'avait pas d'argent pour nous aider. Concrètement, hein, je vous dis, je ne parle pas comme ça dans mes conférences en général, mais comme vous êtes de la profession, je pense que c'est important de parler de cet aspect financier. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait le maire? Il a appelé des entreprises qui travaillent avec la ville, qui ont des bâtiments, qui achètent des bâtiments, et c'est ces entreprises-là qui m'ont aidé. Je vous dis franchement, c'est-à-dire que si la volonté du maire n'était pas là pour pousser les entreprises qui n'ont rien à cirer, au fond, parfois, de projets artistiques, je pense que c'est le maire qui a beaucoup poussé à ce que le projet se fasse, au fond. Et ça, c'est important que les pouvoirs publics nous aident à trouver parfois des financements pour monter ces projets qui sont dans des... Et au fond, le maire, ce qu'il m'a dit, c'est que pour lui, c'était important parce que c'était un coin de la ville qui était abandonné et il était très content qu'enfin une intervention se fasse et que les gens qui ont la vue là-dessus voient ça plutôt que voient un lieu dégradé comme c'était. Ah, pardon, je reviens. Et donc justement, je voulais vous parler aussi, en vous présentant ces projets-là, on a à Montréal un comité qui s'appelle le comité Zinzen, qui en référence à ces projets justement du Jardin des Capteurs ou pour Jardin des Fissures, qui pourrait très bien être un projet Zinzen, c'est au fond le Jour de la Terre qui a réuni différentes personnes qui ont différentes connaissances
pour créer des lieux justement qui intègrent des lieux, comment réhabiliter des lieux détruits par l'homme avec des moyens peu coûteux, avec justement une manière de faire un peu différente. Et donc on a travaillé dans ce comité avec Peter, avec Ismaël aussi, qui est Ismaël Hautecoeur, avec l'architecte Pierre Thibault, avec différentes personnes, différentes compétences au fond, et c'est le Jour de la Terre qui organise tout ça. Et là, on est en train de commencer à réaliser un projet, j'espère pour l'année prochaine, au Québec. Un autre projet qui est un peu dans cet esprit-là de Zinzen, c'est un projet que j'ai réalisé en Ontario, avec un grand chef cuisinier qui s'appelle Michael Statlander, qui est quelqu'un qui a en fond... c'est un grand chef cuisinier qui a la particularité de tout faire planter lui-même. C'est-à-dire qu'il a une ferme où il plante ses légumes, il nourrit ses animaux, et au fond, ce qu'on va manger dans son restaurant, c'est ce qu'il cultive lui-même. Donc c'est vraiment un concept, je trouve, vraiment intéressant. Et du coup, ma proposition est de réaliser, on a fait ça l'été dernier, on a planté 7 dessins qui sont un menu que les gens sont venus manger. En fait, ils sont venus manger le paysage. C'est-à-dire qu'ils sont venus à la fois, donc chaque fois, là par exemple, c'est le premier plat, il y avait déjà ce tipi en métal, et donc on a travaillé avec l'idée très importante de l'origine de l'Amérique, les Indiens, la nourriture indienne. Et donc on a travaillé avec les 3 sœurs de la nourriture indienne, les maïs, les potirons et les haricots. Et donc avec ça, on a fait un premier projet, on a grillé tout ça. Ça c'est le plat qui était présenté. Et donc on a mangé, et donc on est allé de plat en plat, de paysage en paysage. Là je vous en présente 3. Si vous voulez voir sur le jour de la Terre.tv, il y a des capsules actuellement qui sortent tous les jours sur un plat. C'est des petites capsules de 3 minutes. C'est sur le site du Devoir aussi. Et donc vu d'en haut, ça fait ça. Les gens... Et donc après ce plat-là, on est parti sur un plat qui s'appelle le fish plate, qui est un plat à poisson. Comme il y avait cette forme incroyable de dessin, je me suis dit tiens, on va essayer de réaliser ça. Et donc on a planté à la fois vous voyez, du basilic noir, de la betterave, des poireaux, exactement, merci, et du fenouil. Et donc là, on a travaillé, et donc les gens sont venus manger sur le plat. Et donc, ce qui est fou dans cette expérience, c'est justement aussi le côté sentir ce qu'on va manger. Et c'est très animal, au fond. Les animaux, c'est ce qu'ils font en général, c'est-à-dire qu'ils reniflent ce qu'ils vont bouffer dans la terre et ils vont manger après. Et là, en l'occurrence, on retrouve ce sentiment, à la fois, c'est extrêmement raffiné à travers le plat qui est très bon et tout, et à la fois, il y a ce côté animal de sentir, toucher, voir les plantes qu'on va manger. Donc ça, c'était le plat de poisson. Et vu d'en haut, ce que ça faisait. Et donc là, on a fait aussi un troisième. Je ne vous présente que 3 plats parce qu'après, j'aimerais présenter un autre projet rapidement. Et donc là, ça s'appelle Sheep Field. C'est un plat, au fond, on a fait des grands cercles, on a mis du compost, de la très bonne terre. On a planté, dans cette terre un mélange de semences. Ça, c'est Michael qui est en train de planter le champ, justement, le chef cuisinier. Et on a planté un mélange de plantes que les moutons adorent. Donc ils sont venus à manger, évidemment, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? On a mangé au milieu un mouton. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Bah oui, il ne faut pas être hypocrite dans la vie, c'est comme ça. C'est la réalité. Et je sais que ça a choqué un peu quelques personnes qui étaient venues, parce que voilà, on mangeait sur un cercle, et les moutons nous regardaient, genre il y avait un drôle de rapport. Mais c'est absence d'hypocrisie totale. Si on est carnivore, il faut voir. Et c'est rassurant de voir au fond que les moutons, pendant la vie qu'ils ont menée, ont bien mangé aussi, ont une bonne nourriture, étaient contents de la situation. Et je trouve que dans ce projet-là, il y avait ce côté justement, dans votre assiette, qu'est-ce qu'il y a ? Et justement, on pouvait voir tout ce qui se passait avant. En mangeant le plat, on pouvait aussi voir comment vivaient les animaux, c'était le plat justement de notre ami le mouton. Vous voyez d'en haut, là, il y a le Michael qui arrive sur le cercle et les moutons qui mangent à côté. Ils ne se rendent pas compte que la situation est dramatique pour eux. Donc, vu d'en haut, là, il y a plusieurs plats. Et donc, c'était incroyable cette expérience parce que c'était à la fois marcher, sentir les plats, voir les plantes pousser. Il y avait vraiment un côté d'une grande plénitude assez particulière, assez intéressante, en fait. Et donc, pour finir, non pas vraiment, il y a encore 2 projets à présenter, rapidement. J'ai aussi fait un projet dans le parc du château de Rambouillet. J'ai été invité par les Monuments Nationaux à faire un projet dans le parc. J'ai visité le parc. Je vais faire très rapidement, là. 1 minute, pas de problème. Un petit peu plus.
C'est le directeur du parc qui m'a montré cette petite maison, c'est de la chaumière au coquillage, qui est un endroit assez discret de l'extérieur, qui à l'intérieur est incroyable. C'est une émotion esthétique folle, c'est tout fait en coquillage. C'était fait 10 ans avant la Révolution pour la princesse de Lamballe, une grande amie, la reine, Marie-Antoinette. Et donc, j'avoue que c'était très, très fort émotionnellement. Et pendant que je regardais ce lieu incroyable, vous voyez, c'était tout planté au clou, hein, avec des petits clous et tout ce qu'à l'époque, il n'y avait pas de colle. Quand je voyais ça, le directeur me racontait la fin tragique de la princesse de Lamballe qui a été morte décapitée quelques temps après. Et donc on a montré à Marie-Antoinette sa tête. Ce qu'il m'a raconté, ça m'avait marqué. Donc, voilà. Et donc ça m'a quand même beaucoup marqué. Donc ce paysage, j'ai vu d'en haut. Après, je suis rentré chez moi. Je vais souvent voir sur Google l'image d'en haut pour m'inspirer un petit peu de tout ça. Et donc vous voyez qu'il y a des rivières qui passent au milieu. Et du coup, j'ai fait... La Révolution française, qui s'est passée juste après, au fond, c'est la révolution du pain. Et le pain qui a manqué, j'ai voulu le ramener ici. Donc on a fait des bandes de céréales différentes, d'accord, qui se baladent dans le paysage, qui sont faites de courbes, un petit peu des méandres comme l'histoire de France, c'est-à-dire avec beaucoup de méandres et d'histoires comme ça, et qui finissent toutes en armes de la Révolution. Donc voilà, la fourche, la hallebarde, la hache, la baïonnette, donc qui entoure et parce qu'au fond, pendant on construisait pendant 10 ans ce lieu, le peuple de France crevait de faim. Et donc, je voulais raconter un peu ce moment de l'histoire avec des plantes. Donc voilà, on a travaillé après, on a travaillé avec les jardiniers du parc et aussi un tracteur. Souvent, c'est mes armes, hein, et des céréales toujours. Donc voilà, donc je vais faire rapidement. Hein. Voilà, j'accélère un peu. Donc vous voyez la fourche là. Donc les 5 armes. Et ce qui est bon avec le sarrasin, c'est que ça devient rouge, hein, un petit peu comme le sang qui a été versé à la Révolution. Donc j'aimais bien cette idée-là. On arrivait à ça. Donc il y avait un côté aussi de tactile. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est important dans le paysage pour que les gens se baladent dessus, puissent toucher les plantes, sentir. Là, cette dame-là, j'ai trouvé ça joli, qu'elle se baladait, qu'elle longeait les bandes de céréales. Voilà. Je fais ça rapidement parce que j'ai presque plus de temps. Donc c'est devenu le sarrasin, c'est extraordinaire hein, comme couleur. Hein. Et après, ça commence à défraîchir un petit peu, évidemment. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est qu'avec des plantes, qui est un médium très doux, que tout le monde connaît, on peut raconter une histoire atroce, on peut raconter des horreurs. Et on peut raconter l'histoire du lieu au fond, hein. C'est ça qui était intéressant. Alors pour finir, là, ça y est, j'ai après une petite conclusion, c'est le projet que je suis en train de réaliser actuellement à São Paulo, dans le parc botanique, le jardin botanique de São Paulo. C'est un projet en cours, donc les dernières photos datent d'hier, donc ce qu'on m'envoie par mail. C'est sur le jardin botanique, au fond, vous voyez, il y a un canal, il y a un petit canal qui était construit, alors je reviens maintenant en arrière, qui était là. Il y a un petit canal, et après il y a un lac, et au fond j'ai repris le dessin d'un fleuve. Le fleuve de Rio Tietê, qui est un fleuve qui a été canalisé. Alors, je reviens, et on revient un petit peu à la première conférence. Il y a un grand problème à São Paulo, c'est que tous les fleuves ont été canalisés ou enfouis sous terre. Et donc, dès qu'il se met à pleuvoir, et donc c'est un lieu tropical, tout devient catastrophiquement rempli d'eau. C'est un grand problème environnemental chez eux. Et donc là, l'idée, c'est de reprendre le tracé de l'ancien Rio Tietê qui a été canalisé, qui est tout droit maintenant. Hein. Et je le fais passer au-dessus de la rivière. Donc là, c'est la proposition. Bon, je vais faire rapidement. C'était le projet virtuel hein, que j'ai fait comme ça, vite fait. Et donc, le projet continue sur le lac avec des plantes aquatiques qui dépolluent en plus, qui donnent de l'oxygène au lac. Et comme il y a beaucoup de poissons, c'était important pour... Donc, on est en train de former des jeunes. Il y a 12 jardiniers qui sont formés pour ce projet, avec un grand maître, Georges Sakai, qui est un grand maître du paysagisme, justement, qui est un grand paysagiste au Brésil. Et donc, on a commencé à travailler sur le terrain. D'abord, moi, évidemment, je dessine, et après on met des piquets. On a travaillé comme ça. Hein, on a mis des piquets sur la terre, tout simplement. Là, on commençait à retirer le gazon. Voilà. Et donc, on a fait des ponts aussi en bambou pour faire passer le dessin. Hein. Donc là, c'est encore au démarrage. Vous voyez les petits ponts. On va mettre de la terre dessus après, vous allez voir. Là, c'est des endroits où il y a justement, il y a des endroits, il y a la rivière qui est en irésine, qui a une plante rouge, en feuillage rouge, qui va faire évoquer le fleuve, et ces grandes zones qui sont des semences, ces mélanges de fleurs qui évoquent le marécage, parce qu'il y a plusieurs endroits qui sont des marécages pour évoquer un petit peu cette idée aussi de marécage. Vous voyez le début des plantations. Là, comme il y a des oiseaux, des canards, et que certains projets ont été mangés par les canards, cette fois-ci, je me suis méfié, on a mis une toile pour protéger. Et les trucs, voilà.
Là, on a commencé, c'est pas plus qu'on en est là actuellement. On a commencé à faire le tracé des endroits pour les plantes aquatiques, mais encore, c'est pas encore prêt. Hein, c'est en train de travailler dessus. Voilà. Là, vous voyez, ça y est, ça commence. La terre a été mise sur les ponts et on commence à créer le projet. C'est un projet qui fait à peu près 800 mètres de long, à peu près. Hein, donc, c'est une belle dimension pour le Brésil. Et voilà, on en est là actuellement. Voilà, ça c'est la dernière image. Donc je vais juste une petite conclusion rapide, parce que bon, sans qu'on se prépare là. Pardon, hein. Ça te va, c'est bon? Bon, alors, c'est sûr que parler à des paysagistes de comment je fais mes projets, c'est un peu particulier, parce que je suis sûr que vous avez appris beaucoup à l'école, au fond, tout ce que je vais vous dire, et que je pense que ceux qui ont été formés à être paysagistes ne vont pas être surpris par ce que je vais raconter. Hein. Donc comment moi je fais mes projets? Quelle est l'attitude que j'ai par rapport à ce type de dessin quand je visite un nouveau paysage? C'est très simple, au fond, il y a la géographie de l'espace qui est très important, ce qu'il y a autour, les lignes de force du paysage, la forme du paysage, l'histoire du lieu évidemment qui est très important. Donc, vous avez vu à Aubervilliers ou dans d'autres lieux, c'est très important de parler de l'histoire de l'espace. La troisième, c'est les gens qui habitent autour, tout simplement, donc les voisins, impliquer au maximum les gens, un maximum de personnes. Et la quatrième, les questions environnementales. Par exemple, le projet de São Paulo, et je trouve que c'est important de parler à São Paulo de ce problème d'inondation, parce que c'est un problème qui se vit au jour le jour là-bas. Chaque année, il y a d'énormes problèmes, et donc je trouve que c'est important d'évoquer ça de manière poétique, avec des plantes. Et c'est notre force. Avec ce médium-là, au fond, on touche un public immense, parce que les plantes, c'est bien plus fort pour moi que le médium de l'art ou les musées, parce que tout le monde aime les plantes. Et donc ça, c'est notre grande force, il faut en profiter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Très inspirant. Donc, M. Gibson, s'il vous plaît. Une autre vision du paysage urbain. Bonjour. J'ai 5 minutes pour faire. Non, c'est beau, tant mieux. Alors, on a parlé, Jean-Paul, bien sûr, souvent on pense au paysage collectif comme étant, dans le cas de Jean-Paul par exemple, le paysage rural. Et puis, mais moi, comme habitant de la ville, je suis entouré, souvent je suis confronté par le paysage dans lequel on se trouve, le paysage urbain. Donc c'est plus ce paysage-là qui me concerne ou sur lequel je reflète, juste par habitude d'être là la plupart du temps. Donc j'ai commencé... mais pour moi, quand je pense à un paysage, surtout en ville, ce n'est pas juste le paysage physique, mais c'est aussi le paysage mental ou psychologique, peut-être, si vous voulez, qui existe non seulement avec l'espace physique de l'homme, mais aussi avec toutes les autres informations qui nous bombardent à tous les jours. Je commence un petit peu la présentation avec un exemple d'une de ces images peut-être que l'on voit et qui pour moi est un exemple de cette espèce de paysage mental qui existe et qui a peut-être fait été une influence pour moi de vouloir embarquer dans les projets, les interventions urbaines sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Bien sûr, on voit ça. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était bien sûr la pub. On y est entouré tous les jours. Et pour moi, c'était toujours frappé par la narration que ces sortes d'images nous donnent à tous les jours. Et je me suis toujours posé la question, est-ce que ces images-là sont toujours présentées comme une réflexion peut-être de nos désirs naturels, de nos expériences naturelles, tandis que
moi, j'ai commencé à regarder ces choses plus comme une manipulation de nos désirs, une manipulation de qu'est-ce qu'on devrait désirer, qu'est-ce qu'on devrait, quelles sont nos expériences. Et j'étais toujours frappé par ces images-là d'un côté, la déconnexion avec ces images, une image d'une certaine une image de confort, peut-être, de convenience, et ça en contraste avec la réalité, les autres paysages auxquels on vit tous les jours, ces paysages métal et acier et vitres d'achalandage. Et ça menait aussi à d'autres réalités qu'on voit souvent dans les médias, ou peut-être je voulais commencer sur un ton upbeat, alors c'est pour ça que mais aussi les réalités que cette condition représente. Et ici, par exemple, on voit un champ en Équateur dévasté par l'industrie pétrolière. Et juste par exemple, et je pense qu'on avait parlé précédemment les effets auxquels on pense beaucoup de plus en plus, et aussi les effets de changement climatique. Donc j'étais toujours frappé par cette contraste qui existe entre le média, une narration de tous les jours que l'on voit dans la télé, les journaux, et puis quelque part une réalité. Et c'est une des choses qui m'a influencé à vouloir embarquer dans l'art urbain, parce que pour moi, j'ai découvert que ça représentait pour moi une façon de m'exprimer de façon individuelle. Et pas juste moi, mais j'ai vu ça comme une possibilité, même si c'était subjectif. Mais je commençais à voir l'art en général comme une sorte d'alternative, un média alternatif, une alternative à à quoi on est assujetti, à quoi on est sujet dans la vie quotidienne. Et aussi, non seulement une alternative, mais une possibilité peut-être une pensée naïve quelque part, mais une possibilité d'influencer la dialogue quelque part, et de jouer un peu sur le même terrain qui existe les formes entre guillemets conventionnelles de médias tels que la télé, les journaux, et justement en intervenant dans le paysage collectif, l'espace public. C'était pour moi une possibilité de ainsi intervenir dans la narration collective aussi, de participer un peu à la dialogue. Et de peut-être changer un petit peu la pensée ou les possibilités, mais en même temps de refléter. Pour moi, c'était aussi une question de refléter ce que moi je pensais, la plupart du monde probablement pensait, mais qui n'était pas nécessairement reflété dans la dialogue coopérative, par exemple, qui représente supposément la narration ou la version officielle de la réalité. Et donc et pour moi, ça représentait aussi une possibilité je voyais aussi dans les médias en général un manque de critique, de social, une possibilité, un manque d'un forum pour critiquer quelque chose. Alors pour moi, l'art urbain a aussi représenté ça. C'était un outil pour critiquer, indépendant de censure, indépendant des impératifs capitalistes, impératifs. On n'est jamais indépendant de ces impératifs, on est plein dedans, et pour moi, c'était aussi une façon de faire un lien direct entre l'actualité et la vie quotidienne. Parce que je trouve ça aussi, dans notre vie, on est déconnecté un petit peu par
qu'est-ce qui se passe dans le monde et notre vie. Par exemple, cette image-là, par exemple, j'avais fait juste avant la guerre en Irak et j'avais l'impression qu'on ne parlait pas assez de connexion de nos vies quotidiennes, par exemple nos besoins de ressources, par exemple, et le lien avec la guerre. Bien sûr, c'est peut-être encore des gens qui débattraient là-dessus, mais voici un autre... en tout cas. Et ça, c'était réponse, peut-être une façon d'exprimer pendant la crise financière, ce que je pensais, mon étonnement face au fait qu'aucune personne n'a été poursuivie criminellement lors d'une crise financière. Aucune personne... anyway, je ne vais pas en parler de ça, mais non plus. Mais bref, une façon de critiquer quelque part. Je pense que ça parle en soi-même. Ça, c'est un stationnement intérieur à Lisbonne. Et je pense que pour moi, ça décrit un petit peu cette façon de critiquer quelque chose de façon directe. On communique avec des patrons d'un garage face à... En tout cas. Mais pour moi, ça aussi par rapport au thème de cette conférence, pour moi, c'est facile de critiquer tout le temps, mais je trouvais que l'art aussi avait une possibilité de suggérer aussi de présenter peut-être des solutions. Au moins, on les suggérait. Je trouve personnellement ce que j'ai toujours une bonne partie de ce que je fais et comprend l'appropriation d'espace. Donc, parce que quelque part, on se trouve, d'après moi, dans une période en histoire où on est quelque part poigné avec les structures qui nous a été léguées par la phase industrielle, mettons, de notre histoire. Mais on est confronté ça de notre passé et puis on regarde vers un futur qui est peut-être où on commence de plus en plus à se rendre compte qu'il faut peut-être changer quelques habitudes, changer une façon de faire, et puis, mais on est quand même poigné avec ces structures. Alors pour moi, l'idée d'appropriation est une idée que je pense que est représentée par cette image, mais qui pourrait aussi, mais qui aussi, je pense, est une façon de répondre à cette situation dans laquelle on se trouve. De ne pas juste jeter tout ce qu'on a comme structure, de toute façon on ne peut pas le faire, mais d'approprier ce qu'on a déjà, imparfait, même si c'est, et de les utiliser pour, ou le modifier pour une utilité plus moderne, plus qui répond plus à nos besoins actuels. Je vais pas... ouais, voici, je pense que Jean-Paul avait travaillé avec des ombres aussi, mais je suis sûr qu'il a volé l'idée de moi, mais on va parler de ça après. Mais juste pour dire, pour moi, cette idée, pour moi, le pouvoir de l'art n'est pas nécessairement un pouvoir direct et physique. Je ne pense pas que l'art en lui-même peut changer le monde, mais ça peut quand même diriger, je crois, une attitude ou
ou entraîner un changement de pensée ou au moins de dialogue qui pourrait éventuellement mener à des changements réels et physiques. Et finalement, juste pour conclure, je crois que la phase, j'ai parlé de alternatives, de médias alternatifs, de critique sociale et de l'appropriation de l'espace. Mais je crois que la phase finale, et pas nécessairement finale, mais au moins au niveau de l'esprit humain et de nos paysages collectifs, c'est la phase de création. C'est de trouver des moyens à travers ces structures dans lesquelles qui nous a été léguées de notre passé, et d'en créer des autres, et de faire de se lancer dans la création. Je préfère ne peut-être pas parler spécifiquement de... donc pour moi, mon pratique a toujours quelque part se place dans ces trois catégories-là: critique sociale, appropriation et création. Puis pour moi, ça c'est un exemple d'appropriation et de création. Au moins, ça c'était l'esprit derrière ce projet-ci. C'est un projet où j'ai dessiné une piste cyclable au Vieux-Montréal, juste à l'extérieur du Darling Foundry. Et pour moi, cette image représente un peu cette idée d'appropriation. Ici, on a une fonderie, ou l'image d'une fonderie avec c'est peut-être difficile. Là, on voit la fonderie qui amène la voiture, dans ce cas, à la fonderie pour le faire fondre. Et puis, à partir de ce métal ou de cette matière, produire d'autres formes. Dans ce cas-là, une piste cyclable. C'est sûr que c'est une métaphore, et pour moi, ce projet, comme d'autres, c'est aussi pour moi, c'est important de faire des références aux paysages qui sont à côté. Pour moi, comme Jean-Paul parlait souvent, par exemple, avec les chemins aériens des avions au-dessus, pour moi, c'est important de faire référence aux espaces, à l'environnement, aux bâtiments, à l'histoire. Donc, cette piste cyclable, à chaque fois que ça passe devant un espace, ça fait référence quelque part. Là, c'est la piste cyclable ça passe devant un centre de médias. Honnêtement, j'ai oublié exactement ce que c'est. Mais là, c'est une référence aux usines, aux silos qui transportaient des grains sur des... puis devant... ça c'était devant un emplacement de Hydro-Québec. Ça c'était devant un bâtiment de Bell Telephone, en fait. En fait, c'était assez littéral comme... mais encore une fois, pour conclure, mes projets... pour moi, mes projets sont concernés pas seulement par créer des nouveaux chemins physiques, mais aussi pour créer des nouveaux chemins mentaux, parce que je pense que les deux sont liés. On ne peut pas imaginer un autre environnement, un autre futur, un autre espace sans d'abord commencer par changer nos habitudes mentales. Et je pense et vice-versa. Je pense que l'espace pourrait aussi informer nos habitudes mentales
Et je pense, pour moi, c'est le rôle que joue l'artiste et le paysagiste en général. Alors, ça, c'est juste pour un exemple de façon de peindre. Merci beaucoup.